Bonjour, on espère que vous avez passé une bonne semaine de relâche. Bienvenue à Podcast Préféré. Aujourd'hui, nous allons parler de l'attirance humaine aux choses sinistres. Pourquoi y a-t-il tant de gens qui aiment les films d'horreur? Moi, je déteste ça et je comprends pas pourquoi quelqu'un voudrait se faire peur volontairement. Ouais, moi aussi, j'aime pas les choses épeurantes, mais en même temps, je peux pas m'empêcher de les regarder, même si je regrette toujours après. Contrairement à vous, il y a des gens qui aiment les choses horrifiques et qui les font même dans la vraie vie, comme par exemple les tueurs en série, les kidnappeurs, les clown tueurs, etc. Ah, ça me rappelle le fameux auteur du 19e siècle, le marquis de Sade. Le marquis de Sade, ou Donatien Alphonsé François de Sade, est né le 2 juin 1740 à Paris par Jean-Baptiste de Sade et Marie-Éléonore. Ses parents n'étaient pas présents pendant sa jeunesse. Son père a abandonné la famille tôt dans sa vie et pas longtemps après, sa mère s'est jointe à un couvent. Les servants du palais l'ont élevé et comme on va le voir plus tôt dans sa vie, ils ont fait un travail horrible. Il était pourri gâté et les servants ne lui disaient jamais non. Éventuellement, il est devenu rebelle avec un gros tempérament. Il était habitué à obtenir ce qu'il voulait dès qu'il le réclamait. Espérant qu'il bénéficie d'une connexion royale dans le futur, les servants ont arrangé que le prince Louis-Joseph vienne vivre dans l'hôtel de Condé. Un jour, ils se sont chicanés et le marquis de Sade a battu son ami, le laissant dans un état pitoyable. On peut voir que dès sa jeunesse, il y avait quelque chose d'antinaturel avec lui, qui s'est seulement empiré après les années. Il a été envoyé au meilleur lycée de France et les servants étaient contents de le voir partir. Malheureusement, ou plutôt heureusement pour lui, se faire fouetter était quelque chose qu'il vivait souvent. Au lieu d'être une punition, c'est devenu une obsession et quelque chose qui a inspiré ses actes dans le futur. Après le lycée, il est allé dans une école prestigieuse préparatoire pour l'armée. Et au fil des années, il a monté les rangs, puis il s'est battu dans la guerre de 7 ans en tant que capitaine. Selon plusieurs soldats, il était un membre courageux de l'armée, mais il semblait dérangé. Il avait fréquemment affaire avec des prostituées et était grandement attiré par les choses érotiques. Dans les années après la guerre, son père, malgré le fait qu'il était absent dans sa vie, utilisait quand même son fils pour ses problèmes financiers. Il voulait que le marquis épouse une femme riche pour qu'il bénéficie de sa richesse. Il s'est fait rejeter de nombreuses fois, puis a fini avec René Pélagie de Montreuil en 1763. Suite à cela, il est allé vivre dans son chalet où il jouissait d'un style de vie extravagant. Ensemble, ils ont eu 2 garçons et une fille. C'est à l'âge de 23 ans qu'il commet son premier crime reconnu par la police. Il a forcé une prostituée à inclure une croix dans leurs activités. Celle-ci s'est enfuie du château pour aller dénoncer car le blasphème était une offense punie par la mort. Mais le marquis était un noble. Il a seulement été envoyé en prison jusqu'à temps que son père paye des gens pour le faire sortir. Dans les années suivantes, il commet ses actes ignobles sans jamais avoir de vraies conséquences dues à son statut social. À l'âge de 28 ans, il embauche une jeune veuve en tant que femme de ménage seulement pour l'enfermer dans une chambre et l'utiliser pour satisfaire ses désirs sexuels. Il l'a attachée à un lit, l'a fouettée et a menacé de la tuer si elle arrêtait de crier. Il a ensuite versé de la cire chaude dans ses blessures pendant qu'il commettait ses actes de blasphémie. Lorsqu'il est parti, la femme s'est enfuie par la fenêtre et s'est fait chasser par le valet du marquis. Malgré ça, elle a quand même réussi à s'enfuir et à porter plainte. Sa belle famille a payé la femme pour se taire et il s'en est sorti avec seulement 6 mois d'arrestation à domicile. Qu'est-ce que ça doit être dur de rester 6 mois dans son palais avec ses savants et sa famille? Quelques années plus tard, en 1772, il a engagé 4 prostituées pour lui et son valet. Il les a fouettées et les a forcées de se fouetter entre eux, puis de participer à ses fantasmes de sodomie. Lorsque les filles ont refusé de participer à cela, il leur a offert des bonbons contenant des drogues. Plus tard,
Elles ont porté plainte et les 2 hommes ont été condamnés à la mort. Mais le marquis s'est enfui en Italie avec sa maîtresse, la sœur de sa femme. Madame de Montreuil, sachant de la relation de son mari, est quand même restée fidèle au marquis. Si fidèle qu'en 1774, elle l'a aidé à capturer 6 enfants pendant 6 semaines. Ils les ont torturés et exploités. Encore une fois, sa belle famille est venue à la rescousse, le privant de vraies conséquences. Entre ces crimes, le marquis a fait plusieurs passages en prison sans jamais y rester pendant de longues périodes de temps, et il voyageait de pays en pays pour se sauver de la police. En 1777, sa belle-mère et son oncle en ont eu marre de le sortir de prison et ont écrit une lettre personnelle à Louis XVI pour l'envoyer et le garder dans la prison de Vincennes. Éventuellement, il a été transféré de Vincennes à la Bastille. C'est autour de ce moment-là où sa femme décide de le quitter et de rejoindre un couvent. Quant à la fin de sa vie, il a rencontré une jeune fille de 14 ans à l'âge de 74 ans et il est resté avec elle jusqu'à la fin de ses jours. Après sa mort, ses enfants essaient de brûler toutes les traces de leur père en espérant effacer cette tache noire sur l'histoire de leur famille. Puis ce n'est que dans les années 1900, lorsque les lois sur la censure ont été abolies, que la majorité de ses livres ont été publiés et qu'il a gagné en popularité. On retourne au début de ses 9 ans de prison. Le marquis écrivait des comédies et autres pièces de théâtre, des lettres de haine envers sa belle-mère et tenait un journal avec des histoires à l'intérieur. Au fil des années, sa colère et ses pensées perverses ont pris contrôle de lui, et par faute de ne pas pouvoir agir sur ses fantaisies, il a commencé à écrire 120 journées de Sodome. C'est une histoire écrite en 40 jours sur un rouleau recto-verso de 20 mètres de long qu'il tachait dans un petit trou dans le mur de sa cellule, par peur de se le faire confisquer par les gardes. 120 journées portent sur 4 hommes bourgeois qui ont enlevé un groupe de jeunes de 7 habitants, dont leurs propres enfants, qu'ils gardent enfermés dans un château. L'histoire s'étale sur 4 mois, où on aperçoit un effet crescendo dans les actions des 4 bourgeois. Ils ont une sorte de système où il y a un thème chaque mois concernant le type de torture qu'ils font subir aux jeunes. Les thèmes empirent au fil du temps. L'œuvre contient une multitude d'idées obscènes et monstrueuses, décrites de manière très graphique. De plus, Sade se réfère au lecteur comme un ami, présent dans la scène, ce qui donne un sentiment d'être affilié aux actions horrifiantes exécutées. Le 2 juillet 1789, il hurle de sa fenêtre que les gardes coupent la tête des prisonniers dans l'espoir de se faire libérer. 2 jours plus tard, il est transféré à Charenton, un asile près de Paris. Par malchance, il n'a pas eu le temps d'emporter ses œuvres avec lui. Donc, 12 jours plus tard, lors de la prise de la Bastille, les lieux ont été pillés et son manuscrit volé. Lorsque le marquis a pris connaissance de cela, ça a été dit qu'il a pleuré des larmes de sang. Lors de son séjour à la Bastille, il a aussi écrit Aline et Valcourt, qui a été son premier ouvrage publié. L'histoire suit Aline, une fille qui se fait pervertir par son père. C'est un roman d'enlèvement, de crime ainsi que d'érotisme. Par ailleurs, la première œuvre publiée à son nom est Justine ou les malheurs de la vertu. Comme le titre l'indique, Justine est une jeune fille voulant préserver sa vertu, mais les choses ne vont jamais de la façon qu'elle l'espère. Le 2e tome de la série, soit la nouvelle Justine, parle de la sœur de Justine qui, au contraire, ne s'empêche pas de satisfaire ses désirs. Inversement à sa sœur, celle-ci ne vit pas de malheur et semble être récompensée pour ses vices. Chers auditeurs, contrairement à ce que plusieurs d'entre vous peuvent penser, Sade est bel et bien un auteur du romantisme. Bien que ses histoires n'aient rien de romantique, elles se qualifient comme ça. C'est un mouvement littéraire qui utilise beaucoup de contrastes, comme on peut le constater dans les livres de Justine et sa sœur. Le marquis les a peints comme 2 extrêmes, une qui se limite et l'autre très libre. C'était la littérature de l'imagination et de la démesure. On peut apercevoir que le marquis était très imaginatif quand ça venait aux manières de torture ainsi qu'aux actes pervers. Ces histoires avaient des intrigues moins ordinaires qui s'opposaient à la raison observée durant le siècle des Lumières. Les activités présentes dans ces œuvres ne sont pas vues comme logiques ou raisonnables et saines. Finalement, dans le romantisme, la liberté était préférée aux règles rigides du classicisme. Sade n'écrivait pas selon ce que la société jugeait acceptable, mais selon ses envies et besoins.
Ses écrits pourraient être caractérisés comme subjectifs. Il parlait de sa définition de plaisir, de ses désirs obscurs et de ses valeurs. Il avait aussi tendance à montrer les personnages semblables à lui sous un meilleur jour. Chers auditeurs, vous vous dites sûrement, qui lirait ce type de livre? Eh ben, Hamdi ici a lu quelques œuvres du marquis. Bonjour Hamdi, bienvenue. Bonjour, Donc, qu'est-ce qui t'a emmené à lire ce genre d'œuvre? j'en ai entendu parler dans ma classe de français et ça m'a intrigué. Puisque j'aime les films d'horreur et les documentaires sur les meurtres, je me suis dit que j'apprécierais peut-être son écriture. Ouais, je suis sûre qu'il y a plusieurs autres personnes qui ont eu le même raisonnement que toi. Alors, comment t'es-tu senti pendant la lecture? Je me suis rendu compte que c'est possible de séparer l'œuvre de l'auteur et d'apprécier le style d'écriture. Grâce à cela, je ne me sentais pas coupable de prendre plaisir à la lecture et même si je me sentais mal à l'aise à plusieurs reprises, je trouve que c'est ce qui le différencie des autres auteurs. Ah, c'est une perspective que j'avais pas envisagée. Mais t'as mentionné que ça t'a rendu mal à l'aise à plusieurs reprises. As-tu pris des pauses durant ta lecture? Je lisais ça pendant le soir, alors lorsque ça devenait trop intense, j'allais simplement me coucher. Est-ce que le fait qu'une partie des actes décrits dans le livre ont été recréés dans la vraie vie a changé quelque chose dans ta lecture? Ça a définitivement changé ma perspective sur le marquis, mais ça n'a pas vraiment affecté ma lecture. Mais pour les auditeurs intéressés par Sade, je vous conseille de vous informer un minimum et vous allez rapidement déterminer si le livre est pour vous ou pas. Merci beaucoup, Hamdi. C'était intéressant de voir un point de vue différent. Bonne journée! Merci, c'était un plaisir, ciao. Alors les filles, qu'en pensez-vous de tout cela? C'est peut-être une opinion rare, mais Dieu fait que s'est calmé vers la fin de sa vie et arrêté ses actes illicites. Pourrons-nous dire qu'il était une victime de ses pensées intrusives? Personnellement, je pense que oui. Et le marquis lui-même a avoué qu'il s'est senti soulagé lorsqu'il ne ressentait plus ses désirs sadiques. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. Ça me fait aussi songer au fait que peut-être qu'on n'est pas nécessairement intéressé par les choses sinistres, mais plus inconnues, et qu'après avoir accumulé ces expériences tout au long de sa vie, peut-être que c'est pour ça qu'il n'en était plus obsédé quand il était vieux. Moi, je pense que malgré tous les crimes qu'il a commis et les choses qu'il a faites, je peux encore comprendre d'où venait cette colère et ces pensées folles. Certainement, ceci ne justifie pas ce qu'il a fait et ne fait pas de lui une victime, mais on peut toujours essayer de regarder l'autre côté des choses. Alors, chers auditeurs, cela conclut notre balado de la semaine. À plus! Bye!